nous avions traité de l'idéologie qui se dégageait de l'observation du fonctionnement de notre société civile. Dans le cadre de cette idéologie, l'argent et le pouvoir qui l'accompagnent sont les seules mesures de la réussite sociale. Autrement dit, si à 50 ans vous n'avez pas une Rolex à votre poignet, vous avez raté votre vie. Alors tout le monde ne partage pas cette idéologie, mais elle est présente quasiment partout, que ce soit au niveau local, mondial même, dans une entreprise, une association et même une copropriété, et bien évidemment dans le monde politique. L'organisation de notre société est faite de manière, on va dire, schématiquement pyramidale. Il ne s'agit pas d'une pyramide parfaite, mais plutôt d'un ensemble de pyramides qui s'associent les unes aux autres pour former une structure qui, globalement, est aussi pyramidale. Alors il serait faux de penser que le maire d'une commune est tout en haut de la pyramide, puisqu'il est lui-même agent de l'État, donc assujetti au chef d'État, et que le chef d'État lui-même, écoutez, a quand même été mis en place par des gens bien plus puissants que lui, et de toute façon, la France, pour prendre l'exemple de notre pays, n'est pas le pays le plus puissant au monde, il y en a d'autres comme les États-Unis ou la Russie par exemple. Alors, rappelons la structure pyramidale qui consiste à avoir à la base une couche la plus nombreuse, celle de la population dans son ensemble, et au-dessus une couche de petits chefs, bien moins nombreuse, au-dessus de laquelle il y aura des chefs de petits chefs, etc. jusqu'au sommet. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le versant affectif de la structure de cette organisation et illustrons-la par un exemple. Quelqu'un qui appartient à une couche donnée va regarder en gros tous les gens qui sont en dessous de lui comme des gens inférieurs, donc avec un certain mépris. Il va regarder au-dessus de lui les gens qui occupent une place qu'il aimerait bien occuper à leur place. Je veux être calife à la place d'un calife. Il va les considérer avec de la jalousie et il va considérer ses rivaux, ceux qui sont au même niveau que lui et qui éventuellement sont des candidats à passer à l'étape du dessus, comme avec une certaine animosité. Donc entre mépris, animosité et jalousie, on va regarder surtout le mépris ici dans cette vidéo, puisque c'est le plus répandu, étant donné que c'est là qu'il y a le plus de monde, c'est toujours en dessous de soi, quoi qu'il arrive. Alors, il nous fallait pour ça une expression, et on va l'emprunter à Boris Johnson, l'actuel Premier ministre britannique, qui, il y a quelques années, alors que les Français le gênaient un petit peu, Boris Johnson, bien conscient d'appartenir, en tout cas c'est je pense, bien conscient d'appartenir à une nation qui est supérieure, économiquement parlant, à la France, va s'exprimer sur les Français en les qualifiant tout simplement de petites merdes. L'expression est très parlante, il va de soi qu'elle ressort uniquement des propos de Boris Johnson ici, mais qu'on imagine mal qu'elle soit employée fréquemment. Par exemple, on est actuellement en début 2020, en pleine campagne des municipales, on voit mal un maire qui veut se faire réélire dire et exprimer le fait qu'il pense que les gens qui vont voter pour lui sont des petites merdes. Donc non, il ne le dira pas. On est plus dans l'état d'esprit de l'éleveur qui veut tuer une poule et qui lui dira petit, 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 très gentiment, avec le sourire, mais le couteau dans le dos. De la même manière, on ne pense pas que ces gens-là croient faire du mal du tout. On est plus dans l'esprit du chasseur qui va utiliser un appôt. Un appôt, c'est donc un mensonge adressé à l'animal pour lui faire croire qu'il y a un de ses congénères qui est présent ici. Et l'appôt, ce mensonge-là, le chasseur n'en a pas conscience. Et il dira non, je ne mens pas, j'utilise une technique de chasse, tout simplement. Et on peut même imaginer et nous répondre que le chasseur n'a aucun mépris pour l'animal et le gibier qu'il veut tuer, du tout, c'est juste que c'est du gibier. Mais en faisant ça, il considère bien le gibier comme étant d'une espèce inférieure, et il suffirait pour que le mépris ressorte par les paroles, que le gibier en question énerve le chasseur, et que le chasseur finisse par dire c'est quoi cette bestiole, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Donc on a bel et bien du mépris par un sentiment de supériorité et d'infériorité attribué aux gens qui sont en dessous de soi. Et on va donc l'illustrer ici dans un exemple emprunté au monde politique, local, parce que c'est là que nous avons le plus d'informations. Et ce mépris va être non pas une démonstration, la démonstration de l'existence de ce mépris a été faite par ailleurs, ce sera juste une illustration que d'autres que nous ont baptisé l'affaire Grimauneau.
Alors l'affaire commence par la publication d'un article dans le Républicain Lorrain. Il évoque un projet immobilier qui avait lieu sur le territoire de la commune d'Aumécourt, mais situé entre les communes de Geuf et Aumécourt, et qui est pris en charge par la communauté de communes. L'article, selon ses propres termes, évoque un long feuilleton judiciaire qui a abouti ici par une décision de la Cour de cassation qui pourrait bien coûter aux contribuables la somme de 1,7 million d'euros. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien en août 2011, un compromis de vente est signé entre la CCPO et le promoteur qu'elle a choisi pour la construction de ces cellules commerciales. Le compromis prévoyait qu'au 31 décembre 2012, donc soit un an et demi après, l'acte définitif devait être signé et il y avait quelques conditions suspensives. Mais rien ne se passe et en mai 2015, la CCPO décide d'attaquer la SRL Grimono pour obtenir l'annulation de la vente, bien sûr, mais aussi le paiement de la clause pénale qui était prévue, la sanction en cas de non-réalisation de l'acte définitif, qui était de 10% du prix du terrain, le terrain étant à 560 000 euros, les 10%, ça représentait donc 56 000 euros. En janvier 2017, le tribunal de Briey rend une décision et condamne la CCPO à payer 137 600 euros à la SRL Grimono. Autrement dit, les rôles sont inversés, c'est celui qui se fait attaquer qui gagne, et c'est celui qui attaque qui perd. Mais l'affaire va en appel. Le 20 février 2018, la Cour d'appel de Nancy confirme le premier jugement, mais toujours sans accorder d'indemnité pour le manque à gagner de la SRL. En effet, elle aurait pu gagner une certaine somme sur ce projet-là, c'est le but même d'une société et d'un promoteur que de gagner de l'argent, et par apparent, selon ce que dit la décision, par la faute de la CCPO, elle n'a pu le faire, donc elle demandait réparation. Elle ne l'a pas obtenu devant la Cour d'appel, mais en cassation, donc le 19 septembre 2019, la Cour de cassation confirme bien sûr la décision de la Cour d'appel sur la condamnation de la CCPO à rembourser les frais avancés par la SRL, mais renvoie devant la Cour d'appel de Metz pour l'évaluation du manque à gagner. Et le montant demandé est de 1,7 million d'euros. Immédiatement, les réseaux sociaux s'enflamment, aussi bien à Aumécourt, dans la commune concernée par le projet, mais c'est un feu de broussailles qui va vite s'éteindre, parce que la plupart des gens qui réagissent ne connaissent rien, ne comprennent pas grand-chose et ne s'informent pas plus que ça, il faut bien l'avouer. Alors qu'à Jarny, c'est tout à fait différent. On voit ici la page Facebook de Pierre Desclès. Pierre Desclès est un conseiller municipal de Jarny, donc un élu. Il est un opposant au maire de Jarny, qui est aussi le président de la communauté de communes, et il n'hésite pas à mettre en cause les responsables que sont le président, Jacques Izanardo, maire de Jarny, mais aussi les maires d'Aumécourt et de Geuf, ainsi que le directeur général des services, Olivier Tritz. Alors voyons sur le plan, pour illustrer mieux et mieux se rendre compte de quoi il s'agit. Il s'agit de la zone du Haut-d'Étape qui est située sur le territoire d'Aumécourt, entre les communes de Geuf et Aumécourt. Et ceux qui connaissent reconnaîtront donc l'Intermarché, le Bricomarché, le Rodi, le Resto Rouge et la déchetterie du Cirtum. Donc le terrain concerné est celui qui est ici marqué en vert et qui est pour l'instant en friche. Le projet est porté par la communauté de communes. Geuf et Aumécourt sont bien sûr les deux communes les plus concernées par le projet, et ce sont aussi les deux plus peuplées de la communauté de communes, la CCPO, mais vous voyez ici le territoire complet, et ce territoire complet donc, est dirigé par Olivier Tritz, le directeur général des services, à gauche ici, sous la férule de son président Jean-Pierre Minella, qui est aussi le maire d'Aumécourt. Donc ce sont ces gens-là qui vont mettre en place ce projet-là, décider de vendre le terrain à 560 000 euros à un promoteur de leur choix. Alors leur choix s'est porté sur la SRL Grimono, dont on peut trouver assez facilement des informations sur Internet, et notamment une adresse. Comme cette adresse est située à Aumécourt, ce n'est pas loin, il suffit d'aller voir de quoi il s'agit. Le 5 de la rue Carnot à Aumécourt, c'est ça. Le bâtiment ne paye pas de mine, des cellules commerciales inoccupées, et même avant. Donc on va voir un peu ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de numéro particulier, mais il y a toute une série de boîtes aux lettres qui sont là, qui ne payent pas de mine non plus, on va voir. Effectivement, on trouve une boîte aux lettres pour au nom de la CRL Grimono. Bon, une boîte aux lettres triée à la main, pas très neuve, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Les autres boîtes aux lettres non plus, certaines sont même ouvertes, d'autres pleines de publicité. Et en fait c'est le seul signe de la SRL Grimono Aumécourt. Seul signe c'est ici et ça paye pas de mine, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Pour avoir plus d'informations sur la SRL Grimono, il faut demander les statuts au greffe du tribunal de commerce de Briey.
Là, on y apprend que la société est composée donc de deux associés. Le premier, Philippe Felt, est connu dans la région pour avoir été un des repreneurs potentiels du parc d'attractions Walligator à Mézières-les-Messes. Son offre de reprise n'a pas été suivie par le tribunal à l'époque, mais il est connu quand même pour cette reprise-là. Le second est M. Stéphane Stifter, qui est journaliste, et qui est en fait journaliste au Républicain Lorrain. On en apprendra d'ailleurs même par un article publié dans le grand quotidien régional qu'il disposait à cette époque-là d'un logement à Haumécourt. Les statuts nous apprennent aussi quelque chose de plus, c'est-à-dire la date de création de la société. Il s'agit du 14 octobre 2010, et là on voit avec une certaine surprise que la SARL a été créée quelques mois seulement avant le compromis qui a été signé donc en 2011, en août 2011, et que tout laisse à penser que la société a été créée uniquement pour ce projet-là. Alors la SARL dispose aussi d'un capital. Les statuts toujours nous apprennent que ce capital est réparti pour 950 € attribués à M. Philippe Felt et 50 € seulement, de manière donc un peu symbolique, à Stéphane Stifter qui assurera la gérance officielle de la société. Le total de ces apports, c'est 1000 €, ça fait un capital très faible. Résumons. Nos élus locaux ont confié un projet important pour le développement économique de notre vallée à une société nouvellement créée, n'ayant pas franchement pignon sur rue, tout juste une boîte aux lettres, et un capital extrêmement faible, 1000 €. On n'imagine même pas comment il est possible d'espérer récupérer, par exemple, la clause pénale qui est prévue lors du compromis de vente, une clause pénale de 10% du prix de vente, 10% de 560 000 €, ça fait 56 000 €. Donc comment peut-on espérer récupérer 56 000 € auprès d'une SARL, une société à responsabilité limitée au capital social, donc au capital social de 1000 €? Alors on se pose des questions, on s'interroge, quelle a été la motivation ou la raison pour laquelle on ait choisi un promoteur aussi fragile? Alors la première explication qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est une irresponsabilité et une incompétence totale de nos élus. Alors, on a pointé du doigt ces dernières années assez fréquemment l'incompétence de nos élus. Mais à ce point-là, c'est difficile quand même, hein, c'est vraiment grave. L'autre hypothèse, la seconde, qui est donc un petit peu plus plausible, c'est qu'on a choisi un promoteur fragile, avec un capital limité, tout jeune, etc., pour pouvoir le manipuler à sa guise et en faire en gros ce qu'on veut. Précisons que la CCPO est à l'origine de l'affaire, mais en janvier 2017, elle fusionne avec les intercos de Briey et Jarny pour devenir OLC, Orne, Lorraine, Confluence. OLC est présidé alors par le maire de Jarny, Jacky Zanardo. Or, rappelons que notre territoire est gouverné par le Club des Quatre. Dans l'ordre, le maire d'Haumécourt, Jean-Pierre Minella, qui était aussi le président de la CCPO, actuel vice-président d'OLC. Le maire de Jarny, actuel président d'OLC. Olivier Tritz, ancien adjoint de Jacky Zanardo et directeur général des services, d'abord de la CCPO, puis d'OLC. Et enfin le maire de Geoff, vice-président de l'ancienne CCPO et aussi de l'actuel OLC. C'est ce dernier qui est chargé du développement économique et il est donc obligatoirement et au minimum informé des détails de cette triste affaire. Mais sur les 4 membres du club, 3 seulement sont concernés par l'affaire initiale, en 2011-2012. Le 4e, Jacky Zanardo, ne le devient qu'en récupérant la procédure engagée devant les tribunaux en 2017. Pourtant, c'est de lui que va venir la plus forte réaction. En effet, l'article qui a déclenché la réaction publique suscite l'indignation de Pierre Desclès, opposant à Jacky Zanardo au sein de son conseil municipal à Jarny et candidat aux prochaines élections, donc le grand rival de Jacky Zanardo. Ce dernier le sait, son opposant ne lâchera pas l'affaire même si pour l'heure il n'a guère plus d'informations que celles publiées dans le journal. Le maire de Jarny va donc utiliser la réunion du conseil communautaire prévue le 26 septembre, donc quelques jours seulement après l'article du Républicain Lorrain, pour tenter d'éteindre la menace. Pour cela, il va donner la parole à son fidèle lieutenant Luc Ritz, maire de Labrie, une petite commune qui jouxte Jarny, et vice-président aux finances. Celui-ci va jouer les victimes indignées et mettre dans la balance sa démission pour obtenir de l'Assemblée des 74 conseillers représentant une quarantaine de communes de voter l'autorisation de poursuivre en justice les auteurs des pages Facebook qui le mettent en cause. Autrement dit, Pierre Desclès, dont le nom ne sera jamais cité. Le Républicain Lorrain va rendre compte de cette intervention dans un article sur cette réunion, exclusivement consacré à cette délibération. On y lit que Manuela Ribeiro, une élue d'un petit village, a soutenu Luc Ritz. Elle aurait dit « Ta démission serait une victoire pour eux ».
Celle-ci est pour les pontes de l'OLC une simple petite merde, mais elle les a longtemps soutenus puisqu'elle était aux côtés de Jean-Pierre Minella pour les cantonales de 2015, avec le soutien de Jacques Izanardo, qu'on voit au second plan à droite. Elle envisage de se présenter prochainement au municipal et verrait d'un bon œil le soutien des barons locaux, donc du Club des Quatre. Mais ce qui interpelle le plus le journaliste, et nous aussi, c'est sans doute la réaction du maire de Lantéfontaine, Édouard Kowalewski. Celui-ci aurait dit eux, c'est qui? Car moi, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Mais personne ne lui répondra. Cela n'empêchera pas tout ce petit monde de voter à l'unanimité, avec une abstention, l'autorisation de poursuivre en justice un citoyen au-dessous d'eux, donc une simple petite merde. Alors on peut s'interroger sur la raison d'être d'une telle délibération. D'abord parce que les propos publiés sur la page Facebook de Pierre Desclès ne sont pas diffamatoires. Ensuite, parce qu'ils ne font que reprendre le contenu de l'article du Républicain Lorrain, et on voit mal les élus du Club des Quatre poursuivre ceux qu'ils appellent régulièrement leurs amis de la presse en justice, même si on n'avait pas été en pleine campagne électorale. Alors, la conclusion qui s'impose, c'est que Jacques Izanardo, président de l'OLC, a utilisé les moyens techniques et financiers qui étaient à sa disposition pour gérer la communauté de communes. Il les a utilisés dans le cadre de sa campagne personnelle au camp communal de Jarny. Ce qui nous fait dire ça, il y a au moins 3 raisons. La première, c'est que la délibération en question est irrégulière. En effet, elle ne figure pas à l'ordre du jour, et on pourrait nous objecter qu'elle aurait pu être traitée dans le cadre des questions diverses, mais les questions diverses n'étaient pas non plus mentionnées sur l'ordre du jour. Et de toute façon, en questions diverses, on ne peut traiter que des questions insignifiante pour le citoyen. Et donc là, une décision qui met en jeu, qui met en balance la démission d'un vice-président, celui chargé des finances, dans le cadre d'une affaire à 2 millions d'euros, et qui ensuite consiste à poursuivre un citoyen qui est un élu de Jarny en correctionnel, ne peut pas être une décision sans importance. Le journaliste qui a publié l'article exclusivement consacré à cette délibération l'a bien compris d'ailleurs, puisque l'article ne concerne que ce point. Donc, la délibération là est irrégulière et elle pourrait même être annulée. La deuxième raison fait que cette délibération, en plus d'être irrégulière, est totalement inutile. En effet, en début de mandat, le président, Jacques Izanardo, s'est vu attribuer par délégation et par l'ensemble du conseil communautaire la possibilité d'ester en justice, autrement dit, l'autorisation de poursuivre qui il veut en justice pour le compte de l'OLC, de la communauté de communes. Et cette délibération est d'ailleurs d'usage, puisque tous les maires qui siègent à la communauté de communes le savent et se le font voter en général au début de mandat. La troisième raison, c'est que nous sommes actuellement en février 2020, plus de 3 mois après la publication de la page Facebook de Pierre Desclès, et en matière de diffamation, il existe un délai de prescription relativement court, 3 mois, et nous avons dépassé ce délai, il ne s'est rien passé en acte de procédure durant ces 3 mois-là, il n'y aura donc pas de poursuite en diffamation. Ce n'était donc un effet d'annonce. Alors on peut se poser la question, comment est-ce que ça peut être utilisé par Jacques Izanardo dans le cadre de sa campagne? La réponse est en fait extrêmement simple. Grâce à la complicité bienveillante du Républicain Lorrain qui a publié cet article sur les poursuites en diffamation, il est facile maintenant à l'équipe de Jacques Izanardo d'aller trouver les membres de la liste de Pierre Desclès, puisqu'il faut à Pierre Desclès, pour être un rival digne de ce nom, et surtout légal, déposer une liste de 29 noms, 29 citoyens de Jarny, et il est donc possible d'aller trouver ces gens-là et de leur dire, écoutez, vous n'allez pas rester avec quelqu'un qu'on poursuit en correctionnel. Voilà, donc la plupart des gens étant relativement apeurés, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, ne s'informant pas, ça c'est très clair. Il est très facile d'avoir des défections dans la liste de Pierre Desclès, et si celui-ci venait à ne pas avoir les 29 noms le moment venu, il ne participera pas à la campagne électorale, et donc c'est tout bénéfice pour Jacques Izanardo. Et on va voir que ça marche effectivement, puisque nous avons interrogé Pierre Desclès, qui nous a confirmé certaines défections dans son équipe, dues justement à ces poursuites en diffamation. Alors laissons la presse de côté pour s'attaquer maintenant aux documents officiels, c'est-à-dire le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire de ce soir-là. Il est précisé, en effet, c'est à l'OLC que ces études vont profiter suite à l'annulation de la vente du terrain.
Donc, pour rassurer la population qui est devant lui, l'UCRITS va affirmer que ces études, pour 137 000 euros, ne sont pas perdues et qu'elles vont pouvoir servir. La question qui se pose, c'est comment est-ce que ces études pourraient resservir? Elles datent déjà de 7 ans. Elles ont été faites pour la première d'entre elles, enfin celle dont on a la connaissance de la date exacte, en 2013. Nous sommes maintenant en 2020. Bon, c'est un peu ancien. Alors ça peut être valable pour l'étude de terrain, pour la pollution, le risque résiduel, mais pour d'autres éléments comme le contexte commercial ou comme les travaux d'architectes ou de géomètres, qui, je le rappelle, sont protégés en plus par des droits d'auteur. C'est-à-dire que même le géomètre qui l'a fait dispose des droits d'auteur dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer et réutiliser son travail comme ça. Il faut son autorisation, sauf à reprendre le même géomètre. Donc c'est très délicat de penser et d'admettre que les 137 000 euros vont servir, les études qui correspondent, vont servir à nouveau à l'OLC 7 ans après. Mais ça permet de rassurer les gens. Un petit peu plus loin, on lit « Nous, OLC, avons eu connaissance fin septembre 2017 que l'audience aurait lieu le 19 décembre. Aussi, la somme de 420 000 euros a été provisionnée au chapitre 67 lors du conseil communautaire du 11 décembre 2017. Alors cette somme a été annoncée clairement lors du conseil. Alors, il faut pour ça retourner maintenant au compte-rendu du 19 décembre. On y voit effectivement qu'il y a une décision modificative qui est votée. Eh bien, écoutez, il faut trouver là-dedans les fameux 420 000 euros. Alors en cherchant un peu, effectivement, on la trouve. J'imagine que c'était forcément très clair pour tous les élus qui étaient présents. Et les 420 000 euros sont bien au chapitre 67. Sauf que, au chapitre 67, on y met des charges exceptionnelles. On y voit d'ailleurs l'intitulé ici. En aucun cas une provision qui serait au chapitre 68. On verra dans quelques instants que les comptables sont parfaitement informés de cet élément-là. Et qu'une provision en 68, c'est valable, une provision en 67, ça n'existe pas. Ensuite, on lit que sur le budget 2018, 140 000 euros à l'article 62-27, frais d'actes et de contentieux ont été prévus. Or, le compte 62-27 est prévu, il est bien indiqué ici que c'était frais d'actes et de contentieux, est prévu pour des frais tels que les honoraires d'un huissier qu'on diligenterait pour, je sais pas, remettre une mise en demeure par exemple, des choses comme ça, éventuellement les frais d'avocat, mais en aucun cas une somme aussi importante que ça, 140 000 euros, qui s'apparente plus à une pénalité, à une amende, à des dommages et intérêts versés à la SRL Grimeno, qu'à des frais d'actes et de contentieux. Donc ça ne peut pas apparaître au chapitre, à l'article 62-27, frais d'actes et de contentieux. Pourtant, c'est affirmé en clair ici, mais devant une assemblée dans laquelle il n'y a apparemment aucun comptable. Un petit peu plus loin, on voit qu'aucune provision ne devait être créée sur ce budget, car le risque n'était pas avéré. Effectivement, la position de l'UCRITS va être et sera jusqu'à aujourd'hui qu'une provision ne se passe que quand le risque est avéré, mais pour lui le risque est avéré, c'est quand une date d'audience est définie. Or, c'est pas ça du tout. On verra sur le régime des provisions qu'une provision doit être constituée dès qu'apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d'argent significative. Croyez-moi, les 137 000 euros, c'est significatif. À plus forte raison, le 1,7 million, évidemment. Donc, dès que la SARL a fait une demande dans le cadre de la première instance, une demande de remboursement de ses frais et une demande concernant son manque à gagner, les fameux 1,7 million, dès ce moment-là, une provision ou plusieurs provisions auraient dû être constituées. C'est-à-dire que c'est la CCPO, sous la férule de Jean-Pierre Minella et son directeur général des services, ainsi que les maires vice-présidents autour de lui, André Corzani, maire de Geuf, mais aussi Christian Lombard, maire de Moineville, qui est un agent des impôts aussi, à l'époque en exercice, et qui s'occupait des finances. Ils auraient dû donc le faire dès 2015, au plus tard éventuellement 2016, en tout cas avant 2017, avant que le dossier tombe dans les mains de Jacques Isanardo et de l'OLC. Ceci dit, ça n'a pas été fait. On voit à nouveau une précision, c'est que les provisions sont obligatoires dès l'ouverture d'un contentieux en première instance, donc on imagine bien que ce n'est pas la Cour de cassation qui va
créé un risque plus important qu'il ne l'était dès l'ouverture de la procédure. Donc le risque aurait dû être provisionné dès le départ. Éventuellement, on aurait pu moduler les provisions en fonction de l'évolution du risque, mais en aucun cas faire ce qui a été fait, c'est-à-dire n'en passer absolument aucune, ni au niveau de la CCPO au départ, ni au niveau de l'OLC quand ils ont récupéré le dossier en janvier 2017. Il insiste, aucune provision n'a été créée sur le budget 2019 non plus. La Cour de cassation ne jugeant que le droit, nous n'avons pas pris de risque. Alors ça, c'est un non-sens total, puisque la Cour de cassation, c'est simplement une étape de procédure, donc la procédure est bien engagée. Elle va d'ailleurs logiquement renvoyer ici devant la Cour d'appel de Metz, et on n'attendra pas que la Cour d'appel de Metz fixe une date pour créer une provision, sauf qu'aujourd'hui, créer une provision, ça ne servira plus à grand-chose, puisque, ne pas la faire, plus exactement, ne servira à rien, puisque tout le monde est au courant de l'existence de cette affaire. Alors, pour être sûr, on peut quand même se demander, ne pas passer une provision, ça peut être que deux choses. Soit de l'incompétence totale, mais vous avez vu qu'en affirmant des choses même complètement absurdes, comme le fait qu'une provision se passe quand on a une date d'audience, l'OLC n'entend pas passer pour des gens incompétents. Il reste la deuxième possibilité, c'était cacher l'existence de ce dossier qui est quand même assez lamentable, on le verra encore par la suite. Alors il est rappelé ici, c'est toujours intéressant d'avoir une affirmation quelle qu'en soit, martelée, 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 elle finira bien par rentrer dans les esprits. Donc il rappelle ici, je vous précise qu'OLC n'a jamais souhaité cacher quoi que ce soit. Oui. Un petit peu après, apparaît une phrase tout à fait intéressante. Si des élus avaient souhaité nous interroger sur ces dossiers, ils auraient pu le faire à ce moment-là. Autrement dit, Luc Ritz renvoie à ce moment-là la balle à tous les conseillers présents dans l'Assemblée, c'est-à-dire aux 74 conseillers, présents ou absents le soir-là, hein, c'est pas un problème, qui représentent les 40 communes et quelques qui adhèrent à l'OLC. En effet, vous aviez la possibilité de nous interroger, vous ne l'avez pas fait, vous ne vous êtes pas intéressé aux chiffres détaillés des comptes de l'OLC, donc c'est de votre faute. Il termine par « Pour revenir sur le dossier Crimono, vous constaterez par vous-même qu'il est complexe dans la mesure où les instances ne sont déjà pas d'accord entre elles. » Ce qui signifie en gros, vous voyez, même les tribunaux, ils ne s'y retrouvent pas, donc c'est compliqué, alors ne cherchez pas à comprendre, si eux ne comprennent pas ce qu'ils font, vous ne comprenez pas non plus. Puis en même temps, ça permet de dire que puisque les tribunaux vous-même, ils ne connaissent pas trop ce qu'ils font, ça veut dire que même si demain on était condamné, vous voyez, c'est pas forcément, hein, on n'est pas forcément les méchants. Voilà. Alors il ajoute, il faut donc le laisser entre les mains de la justice, qui est la seule compétente pour trancher cette affaire. Alors ça c'est assez génial, parce que ça veut dire que laissez tomber cette histoire-là, ne vous en occupez pas, laissez la justice faire. Mais la justice ne se prononcera que sur le fait de devoir ou non indemniser la SRL Crimono. La justice ne se prononcera pas, elle, sur le fait que des élus n'aient pas fait leur travail, que des élus étaient complètement incompétents, ou que des élus aient voulu cacher quelque chose. Non, même si c'était illégal, c'est pas l'objet de la procédure en question de le regarder. Donc, la justice ne va traiter que le versant, on va dire, indemnité, en aucun cas le reste. Et ce que dit Luc Ritz ici, c'est ne laissons pas cette affaire-là être débattue par les citoyens et faire l'objet d'un débat électoral. Ça c'est clair, les citoyens ne doivent pas s'en mêler, vous ne devez pas juger de nos compétences, etc. Tout ce que vous devez faire, bien sûr, c'est voter pour nous. Il termine par « Respectueux de l'état de droit, nous nous conformerons au jugement qui sera rendu ». Voilà, c'est se draper dans la vertu. On voit mal de toute façon comment l'OLC pourrait ne pas se conformer au jugement qui sera rendu. Elle l'a déjà fait d'ailleurs pour les 137 000 € qui sont maintenant définitifs et elle les a payés. Alors, à la suite de cette intervention, le président sollicite l'avis du Conseil communautaire sur l'engagement d'une action en diffamation suite à des propos tenus sur les réseaux sociaux. Et donc oui, effectivement, là, il a été décidé, donc, à l'unanimité, puisque les abstentions ne comptent pas, que les poursuites seraient engagées, et nous avons vu, elles ne l'ont pas été. Tout ça n'est qu'un effet d'annonce, un effet électoral, dans l'intérêt du maire de Jarny, qui se présente face à Pierre Desclès, en principe, pour les prochaines élections municipales. Alors l'avantage de l'analyse de ce compte-rendu, c'est qu'on a ici, par écrit, un résumé très clair de la stratégie de l'OLC, Luc Ritz, Jacques Isenardo et le Club des Quatre, pour se sortir de cette affaire, l'affaire Crimono, qui est pour eux une affaire extrêmement gênante. La stratégie est simple,
Le point numéro 1, c'est trop compliqué pour vous. Le point numéro 2, c'est laissons la justice faire. De toute façon, ce sera après les élections, et comme nous l'avons dit, la justice ne traitera que d'un volet. Il est hors de question que l'autre volet, celui du choix des élus et de leurs compétences, de l'évaluation des qualités qu'ils peuvent avoir, ne doit pas du tout faire l'objet d'un débat, surtout à partir de cette triste affaire. Troisièmement, les provisions ne se passent que quand une date d'audience est déterminée, ce qui est bien sûr faux, mais qui s'adresse à des gens qui de toute façon n'iront pas vérifier. Quatrièmement, vous êtes responsable car vous pouviez poser des questions en temps et en heure. En réalité, ça s'adresse surtout aux conseillers municipaux et aux autres maires des petits villages, mais ça s'adresse quand même à tout le monde. Cinquièmement, nous affirmons à nouveau que nous sommes transparents. Ah, oui, on peut l'affirmer autant de fois qu'on veut. Et sixièmement, c'est le plus important presque, nous attaquerons en justice tous ceux qui diront le contraire. Alors si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, qui est assez longue puisqu'elle se veut complète et documentée, je dois d'ailleurs d'abord vous féliciter. En effet, j'ai en tête une discussion avec un gilet jaune rencontré au hasard d'une promenade et qui évoquait le manque d'information de nos concitoyens, des autres gilets jaunes aussi, et qui disait avec beaucoup d'humour qu'après 3 lignes de lecture, les gens faisaient un AVC. Bon, ce n'est pas votre cas, puisque vous êtes encore là, vous avez largement dépassé le temps des 3 minutes de lecture, et vous pourriez vous interroger en disant, bah oui, mais là, on voit bien un exposé jusqu'à maintenant de gens qui sont menteurs, tricheurs, agressifs, menaçants, ce qui fait le charme du monde politique et ce qui explique sans doute pourquoi les citoyens habituellement se détournent de la politique, mais on ne voit pas de mépris. C'est vrai que nous avons l'habitude de détecter le mépris derrière tous les propos de nos hommes politiques. C'est comme un botaniste qui, en forêt, va pouvoir reconnaître même derrière un arbre à moitié caché une plante qu'il connaît par ailleurs. Alors, on est conscient que ceux qui débarquent dans la forêt, ceux qui débarquent dans ce monde-là, puissent ne pas reconnaître le mépris immédiatement. Alors, il faut savoir aussi, je le rappelle, que le mépris ne se voit pas forcément par des propos aussi clairs que ceux de Boris Johnson, qui s'est lâché à un moment donné. Le mépris se détecte à partir de propos qui sont adressés à quelqu'un, des propos où on voit bien que ce sont des mensonges éhontés, mais où celui qui les profère pense simplement que son vis-à-vis, son interlocuteur, a un niveau trop faible, donc il est en dessous, inférieur, d'où le mépris, suffisamment inférieur pour ne pas aller vérifier, et donc on peut se permettre de lui mentir comme on veut. En gros, c'est l'état d'esprit de celui qui ment. Alors là, le mépris réside effectivement dans les propos et ne se détecte pas. Ces mensonges peuvent être dits avec le sourire, et donc il peut y avoir du mépris proféré avec le plus grand sourire, avec une tape dans le dos, avec 3 cacahuètes offertes, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour illustrer quand même le mépris en question, il nous a semblé que le mieux placé c'était Lukritz. En effet, Lukritz, après son intervention au Conseil communautaire, a senti le besoin de devoir faire une intervention similaire au sein de son conseil municipal à l'abri, puisqu'il se représente comme maire et il a besoin de ses ouailles autour de lui pour le soutenir. Et donc l'affaire Grimauneau, qui a été rendue publique dans la presse, par le simple article dont on a parlé tout à l'heure, l'affaire Grimauneau pourrait le gêner. Donc il ressent le besoin de s'expliquer et il va donc intervenir auprès de ses ouailles, pensant sans doute que ça resterait dans l'entre-soi du conseil municipal. Sauf que un conseil municipal peut être parfaitement et légalement enregistré sans prévenir et sans demander l'autorisation, que cet enregistrement peut être publié sans la moindre autorisation non plus. C'est une réunion publique. Et que l'un des interlocuteurs de Lukritz, une des personnes présentes, une des petites merdes de Lukritz, va enregistrer le conseil municipal et va nous transmettre l'enregistrement pour que nous puissions vérifier tout ce qui a été dit. Nous allons donc laisser la parole maintenant à Lukritz. Au niveau de l'Interco, et c'est vraiment un gros paquebot, 40 millions d'euros. C'est vraiment une grosse usine. J'allais dire, les élus aujourd'hui sont presque, je le dis avec la grande modestie, sont presque des chefs d'entreprise. Parce que quand on voit le chiffre d'affaires, 40 millions d'euros, c'est même pas une PME, c'est au-delà d'une PME. C'est au-delà d'une PME. Alors Lukritz va agir ici selon la stratégie qui est définie par l'OLC, en ajoutant quand même un élément supplémentaire, c'est qu'il va essayer de dévaloriser son auditoire en se mettant très très au-dessus, ou en se positionnant très très au-dessus.
Alors la première chose à faire, c'est de se positionner comme celui, le vice-président des finances, d'une structure qui est très au-dessus d'une PME, c'est-à-dire d'une petite et moyenne entreprise. Autrement dit, d'une grande entreprise. Voilà. Il va rappeler les 40 millions d'euros, il va dire que c'est une grosse usine, il va dire que les élus sont presque des chefs d'entreprise, et il va rappeler les 40 millions d'euros, et il va surtout insister sur le fait que ce n'est pas une PME, donc ce n'est pas une petite moyenne entreprise, c'est une grande entreprise, c'est au-delà d'une PME, et il le répétera pour être sûr d'avoir bien été compris, c'est au-delà d'une PME. Sauf que, en dehors du fait que dans les propos, on a entendu qu'il présentait les choses de manière très modestement. C'est toujours intéressant et amusant de voir quelqu'un dire « regardez comme je suis modeste ». En dehors de ça, sur le plan simplement technique, une PME, c'est quelque chose qui est parfaitement défini par l'INSEE. C'est une structure qui doit remplir deux critères. Le premier, c'est d'avoir un nombre de salariés inférieur à 250. Donc ne pas être une PME, être au-delà, il faudrait avoir plus de 250 salariés. Or, l'OLC dispose en 2017 de 129 salariés seulement, et le nombre n'a pratiquement pas changé aujourd'hui. Le deuxième critère, c'est le chiffre d'affaires ou le total du bilan, ici, qui sera donc pour l'OLC de près de 40 millions d'euros, c'est vrai. Par contre, le critère de l'INSEE, c'est 43. Et donc, l'OLC, contrairement à ce que dit Luc Ritz, est bien une petite et moyenne entreprise si on devait la comparer à une entreprise. Bien sûr, ce n'est pas une entreprise, mais le fait de parler d'entreprise, ça permet à Luc Ritz aussi de se positionner comme quelqu'un qui est un créateur de richesse, quelqu'un qui est un créateur d'emplois. Et c'est pas ça du tout, parce qu'on voit que les élus de notre secteur n'amènent ni la richesse ni l'emploi. À Jeuf, par exemple, il y a 22,6% de chômage, le dernier chiffre connu. Au Mécourt, presque 20%, 19 et quelques. Et que la commune de Jarny, pour prendre celle de Jacques Izanardo, prend le même chemin. Hein, voilà. Et la moyenne nationale, on le rappelle, est aux alentours de 10%, elle aurait même diminué encore ces derniers temps. Donc non, Luc Ritz n'a pas dit la vérité à ce niveau-là. Alors là, de deux possibilités. Soit il n'a pas été vérifié avant, auquel cas il s'est dit que pourquoi vérifier, je vais m'adresser à des gens qui de toute façon ne vont pas les regarder, je peux leur affirmer n'importe quoi, et c'est toujours bien de leur dire que c'est quelque chose qui les dépasse. Voilà. Et autre possibilité, il a été regardé, alors dans ce cas-là, encore plus forte raison, il s'est dit que de toute façon, je peux me permettre de dire quelque chose de faux. Ça n'a pas d'importance et ça ne change pas. On voit là le mépris dont nous parlions tout à l'heure. L'affaire Grimono, vous l'avez toutes et tous vue dans le journal, si vous avez lu le journal, je l'ai appris de la même manière. L'affaire Grimono, je la connaissais, je connaissais un peu moins les tenants, les aboutissants, donc j'ai pris du temps. D'ailleurs, en tant qu'élu ou vice-président, c'est mon rôle. Alors oui, on est d'accord avec Luc Ritz, dans une démocratie, ce serait effectivement le rôle d'un vice-président que d'aller voir ce qui se passe, et même d'être déjà au courant de ce qui se passe. Alors il dit qu'il a pris du temps pour regarder cette affaire. C'est assez curieux parce qu'il nous semble que la lecture des trois décisions de justice et éventuellement du compromis de vente initial est parfaitement claire sur le contenu et sur ce qui s'est passé au niveau de l'affaire Grimono. Nous avons dû attendre d'avoir les statuts, les différentes décisions de justice, d'attendre donc que les administrations concernées nous les transmettent, mais Luc Ritz avait tout ça dans le même dossier, donc je ne vois pas pourquoi il aurait pris beaucoup de temps, sinon peut-être, allez, une demi-heure pour lire tout ça. J'ai regardé, je peux vous rassurer, il n'y a pas de cadavre. Luc Ritz va commencer par rassurer tout le monde. J'ai regardé, je peux vous rassurer, il n'y a pas de cadavre. Certes, mais il y a quand même l'affaire Grimono et un beau gâchis, et puis une épée de Damoclès au-dessus de tout le monde, tous les contribuables plus exactement, à 1,7 million d'euros qui se rajoutent aux sommes qui ont déjà été perdues, donc en tout 2 millions d'euros. Puisque j'ai pris la tâche ensuite de l'Interpol et de certains maires, je veux dire, qui étaient aux manettes de la CCPO, puisque c'est une affaire de l'ex-CCPO. Ici, Luc Ritz va mettre en œuvre une technique simple et connue. Il va simplement dire que cette affaire n'est pas de sa faute. Il ne pouvait pas utiliser ce moyen en conseil communautaire avec les élus de l'ancienne CCPO juste à côté de lui, et même au-dessus de lui, puisqu'il n'est lui-même qu'un simple lieutenant de Jacques Izanardo et n'appartient pas au club des quatre. Et après s'être placé lui-même comme chef d'une grande entreprise, au-dessus de son assistance, il va se mettre à décrédibiliser tous ceux qui ont contribué à cette affaire sans être du côté des élus. Il va donc évoquer les éléments que la SRL Grimono a produits en justice. Leur chiffre d'affaires et leur dossier, il est quasi vide. Franchement, il est quasi vide. Parce qu'une prospective par un expert comptable sur quelque chose qui n'est pas construit, qui
dossier vide, une simple prospective, réalisée par expert comptable comme si ce dernier ne savait qu'additionner des nombres. Rappelons qu'un expert comptable a une formation poussée en économie, en management, en droit fiscal, social et bien entendu comptable. Quant au quelque chose potentiellement pas loué, c'est faire fi des 4 contrats de réservation déjà signés chez le notaire et correspondant à 1/3 des parcelles. En effet, la SRL Grimono avait déjà un projet suffisamment avancé pour recueillir des promesses de vente. Je vois mal un magistrat condamner une interco, je ne fais pas de la pédagogie de droit, mais c'est juste, je vois mal un magistrat condamner une interco à 1,7 million. Cette petite phrase paraît anodine, mais quand on connaît nos élus, elle révèle qu'ils pensaient réellement gagner. Non pas parce qu'ils avaient raison, mais simplement parce que eux sont des gens puissants, une administration, une intercommunalité, et qu'en face d'eux, ils ont une petite SARL de rien du tout. Mais le maire de l'Abri sait qu'on pourrait lui ressortir ses propos faussement rassurants dans un avenir proche. Aussi, il envisage quand même de perdre en justice, mais en minimisant les conséquences, toujours rassuré, c'est le leitmotiv des politiciens. D'ores et déjà, ça devait être le cas. Je pense que leur première instance et l'appel auraient déjà un peu tiqué. Je ne veux pas dire que la Cour de Metz ne va pas aller vers une éventuelle condamnation, mais sur une perte qui me semble, à mon avis, bien minime, compte tenu de ce qui a été. Maintenant, écoutez bien, Luc Ritz va se lancer dans une comparaison inattendue. C'est comme si vous faites une prospective, vous dites que l'Abri, dans 3 ou 4 ans, il y aura 2500 habitants, qu'elle fera un excédent de 200 000, et que si ce n'est pas le cas, vous allez attaquer parce que les habitants ne sont pas venus. Je pense que c'est un peu de l'utopie. On l'a dit, le mépris se mesure non pas aux injures prononcées, mais au degré d'exagération des mensonges proférés. Il est vrai que personne ne le lui fera remarquer. Croyez-moi que j'ai mis du temps, de l'énergie dans ce dossier pour essayer d'avoir les tenants et les aboutissants. Le vice-président de l'OLC, en charge des finances, rappelle qu'il a mis du temps à comprendre le dossier. Cela lui confère du mérite, celui du travail lié à sa fonction, mais cela sert aussi à décourager toute personne de son assistance à aller voir. Il faudra en effet dépenser de l'énergie, et il pense que ses conseillers en face de lui n'auront ni le courage de faire ce travail, et encore moins celui de mettre en doute sa parole. Pourtant, l'ensemble de cette affaire est parfaitement compréhensible à la lecture du seul arrêt de la Cour de cassation qui ne fait que 12 pages. Les autres documents, comme par exemple les décisions en première instance et en appel, n'apportent que peu d'informations supplémentaires. Et sur ce qui a été fait budgétairement et financièrement, même visé par le comptable des finances ou des comptables des finances que je connais et qui sont quand même des pointures en la matière, ça a été fait de manière juste. Ritz va aussi affirmer que tout cela a été validé par des gens compétents, et notamment le trésorier payeur des impôts, dont il prononcera le nom à plusieurs reprises, Éric Pernaut. Or, ici, il s'agit de justifier l'absence de provision. Et quelles que soient les compétences du trésorier des impôts, il ne peut pas deviner qu'il manque une provision si on ne le lui dit pas. La seule possibilité, c'est qu'en voyant, par exemple, les factures des avocats, il demande de quelles affaires il s'agit. Mais on n'attend nullement de ce fonctionnaire qu'il épluche à ce point les notes d'honoraires. Et de toute manière, il devrait se contenter des réponses verbales qu'on lui fera. Donc non, le paravent ou les pointures derrière lesquelles essaye de se réfugier Luc Ritz n'existent pas. Dans l'ordre du jour à mettre, le président en délégation sur les affaires, qui doit rester en justice. Moi, si je dois rester en justice, le maire a délégation, le président a délégation pour... Le vice-président explique ici à ses ouailles que Jackie Zanardo a délégation pour rester en justice. Tiens donc, mais c'est justement ce que nous exposions précédemment. Et qu'en est-il de la délibération toute récente en vue d'attaquer Pierre Desclès en justice? Personne ne lui posera la question, toujours la flemme d'aller se renseigner ou la peur de froisser le seigneur et maître. Lorsque l'audience sera appelée en 2020 ou 2021, c'est à ce moment-là qu'on provisionne les dotations au risque. On est sur du 68, les 137 000, on est sur du 67. On l'a déjà dit, c'est faux. Les provisions ne se passent pas quand une date d'audience est fixée. Elles se constituent à la naissance même du risque, et celui-ci existe aujourd'hui comme il existait déjà en 2015-2016. Par contre, la nomenclature comptable rappelée par le vice-président aux finances est intéressante. En effet, les provisions, ce ne peut être que dans un compte commençant par 68. En revanche, les 137 000 € constituent une dépense certaine, et là, deux possibilités. Soit cette somme couvre des études normales et réutilisables dans le cadre d'un projet d'urbanisme par exemple, et dans ce cas, on ne le laisserait certainement pas dans un compte fourre-tout comme le poste 67, donc en charge exceptionnelle. Soit il s'agit d'une somme, comme une amende ou des dommages et intérêts, et dans ce cas, la comptabilisation en 67 est de rigueur. Selon Luc Ritz, c'est ce choix comptable qui a été fait.
Il est alors en totale contradiction avec l'affirmation que ces études soient réutilisables. Je reviens sur les 137 600 euros. Moi j'ai été voir dans la N14, oui. J'ai pas réussi à les trouver. Mais vous voyez, je vais dire quelque chose de très simple. Ils doivent être actés dans la N14, à la ligne 68. Mais non, j'ai pas trouvé. Ils sont au 622,7, frais de contentieux. Arrêtez de vouloir faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais on le voit, c'est la plus grande confusion puisque le maire de l'Abri affirme ici que les 137 000 euros, qui étaient en 67 il y a quelques instants, sont en fait en 62,27. Et rappelons-le, ce ne peut pas être le cas car ce compte enregistre seulement les frais d'acte, comme les frais d'huissier par exemple. Il n'empêche que l'on voit ici poindre l'énervement du premier magistrat de la commune et le mépris pour ceux, dans cette assemblée à laquelle il fait face, qui le questionnent sur des points techniques. Comme il dit, arrêtez de vouloir vous mêler des affaires des gens compétents, vous qui n'êtes que des petites merdes. Le CRITS ira même jusqu'à mettre en cause la Cour de cassation. Comme il sait que personne n'osera lui demander la copie de l'arrêt de la Haute Cour, il peut se le permettre. Il ajoutera toutefois « Ça, c'est mon avis de modeste spécialiste du contentieux. » Ce spécialiste du contentieux, comme il dit, va pourtant commettre de nouvelles erreurs, des énormités que ne ferait pas un débutant. À diverses reprises, le nom du trésorier payeur, Éric Pernaut, sera mentionné comme un rempart derrière lequel il veut se réfugier. On l'a vu, à tort. Mais le CRITS va devoir aussi décrédibiliser la personne qui a écrit l'article qui a mis le feu aux poudres, Olivier Richoux. Le journaliste travaille pour l'AFP, mais c'est en tant que correspondant du Républicain Lorrain auprès de la Cour de cassation qu'il a écrit cet article. Pour bien comprendre la suite de cette vidéo et les mensonges qui vont être proférés, qui sont beaucoup plus gros que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, à commencer par la manière dont nos élus vont s'en prendre aux journalistes, il faut une grille de lecture. En effet, il faut pouvoir reconnaître les différentes interventions, pouvoir les classer immédiatement. Alors pour ça, on va vous rappeler que nous sommes tous donc des petites merdes, mais que les gens au sein du conseil municipal qui sont au-dessus de nous, sont déjà des conseillers et des élus, sont aussi des petites merdes pour le CRITS. Dans le cadre des petites merdes, il faut que vous sachiez qu'il y a une grande majorité, la majorité silencieuse en fait, une majorité énorme de gens qui ne bronchent pas. C'est pas silencieux, c'est carrément amorphe, de l'immobilisme complet. Et il y a une toute petite fraction de personnes qui effectivement luttent contre le pouvoir en place, qu'ils jugent être des injustices et des choses qui nécessitent d'être changées. Mais ils ne sont pas nombreux. On l'a vu au niveau des gilets jaunes, le nombre de gilets jaunes était à l'échelle de la population française très faible. Il en est de même pour les manifestations sur les retraites. Les grévistes ne représentaient qu'une toute petite partie des gens concernés par la réforme sur les retraites. Mais un peu partout, les gens qui sont dans l'opposition sont toujours très peu nombreux. Alors, dans cette très grande partie de gens qui ne bronchent pas, il y a déjà tous ceux qui, par exemple, ne vont pas voter. Ça représente en France plus de 40% des gens. C'est donc une bonne moitié, on va dire, ou pas loin d'une moitié de ces gens-là. Ensuite, il y a ceux qui vont voter peut-être, mais qui n'ont aucune information. Alors, dans ceux qui n'ont aucune information, il y a ceux qui ne reçoivent que l'information du pouvoir en place, comme le pouvoir contrôle les médias, on l'a vu au niveau national, mais au niveau local, le Républicain Lorrain, par exemple, qui est le seul média officiel du territoire, le Républicain Lorrain est, on l'a vu ici, l'écho des décisions de Jacques Izanardo quand il décide de poursuivre en diffamation, mais il fait régulièrement, le journal fait régulièrement la promotion des actions des différents maires, aussi bien à Jeuve qu'à Jarny. À Jarny, je crois que c'était même un article tous les 2 jours en pleine campagne électorale. Donc à côté de ces gens qui sont mal informés, il y a des gens qui ne sont pas informés du tout. Ils vont voter, mais ils ne sont pas informés du tout. Voilà. Et ils ne recherchent pas d'informations. Pour illustrer ça, prenons le cas réel d'une personne qu'on rencontre qui soutient le maire d'Aumécourt, Jean-Pierre Minella, président aussi de la CCPO, celui qui était donc le premier concerné par l'affaire qui nous occupe. Et Jean-Pierre Minella donc, est soutenu par cette personne-là de manière inconditionnelle. Et quand on lui pose la question, est-ce que tu es au courant des actions de Jean-Pierre Minella au cours de son mandat? Non mais je ne veux pas, quoi que tu me dises, de toute façon je ne changerai pas d'avis. Donc on a quelqu'un qui vous explique que, ben voilà, vous pouvez dire absolument ce que tu veux, elle ne changera pas d'avis. Ce qui est la définition même d'un imbécile. Alors donc une personne qui vous dit qu'elle est un imbécile, assez curieux. D'autant plus que c'est faux. Si elle était confrontée à l'information en question, elle changerait d'avis. Et alors non seulement c'est faux, mais elle le sait. Puisque justement pour ne pas avoir à changer d'avis, elle va éviter la situation de confrontation à cette information, et c'est pour ça qu'elle vous dira au revoir très rapidement, et que la prochaine fois qu'elle vous croise, ce sera de loin sur le trottoir d'en face, et bien elle ne s'approchera pas de vous pour discuter. Alors pourquoi une telle attitude? L'explication la plus plausible, c'est qu'en fait les gens se
construisent une espèce de bulle qui est censée les protéger, et une bulle dans laquelle le maire est le papa qui vous protège, et le maire ne ment pas. Donc c'est plus facile, effectivement, de vivre dans une situation où on se sent protégé. Alors, en aucun cas, il s'agit d'un signe d'imbécilité, et ça serait plutôt un déni de réalité. Il existe encore une autre catégorie qu'il est bon de connaître, pour pouvoir la reconnaître, lors de l'intervention, on va le voir, à l'encontre d'Olivier Richoux. C'est la personne ou les personnes qui vont prendre la défense du pouvoir en place, alors qu'elles sont considérées par eux comme des petites merdes. Et pourquoi elles le font, pourquoi elles vont même jusqu'à agresser les opposants qui pourraient exister et s'exprimer? Eh bien, pour deux raisons. La première motivation, c'est effectivement le fait de pouvoir bénéficier des largesses du pouvoir, même si ce ne sont que des miettes. La deuxième raison, c'est la jalousie. Effectivement, ces personnes-là sont jalouses des gens qui osent s'opposer au pouvoir en place. En effet, elles auraient bien aimé faire pareil, mais elles ne le font pas. On voit effectivement que cette agressivité peut exister, y compris et surtout lors des élections, puisque les gens qui n'auront pas réussi à faire une liste d'opposition, par exemple, vont s'en prendre à l'autre liste d'opposition qui, elle, a réussi à se constituer, au lieu de s'en prendre au pouvoir en place contre laquelle ils étaient déjà au départ. Alors, cette situation-là est très importante et vous allez la voir mise en œuvre, ici, maintenant, contre le journaliste en question. Un journaliste de l'AFP, c'est pas n'importe qui, quoi. Le mec, s'il balance un article comme ça, je peux te dire qu'il a des billes, hein. Moi, j'apprends mes élèves à lire un article, il faut aller chercher les informations d'où elles viennent. N'importe quel journaliste a envie de faire le buzz, comme tu vois. Un journaliste de l'AFP, il fait pas le buzz, il attend pas après ça, il s'en fout. Bien sûr que si. La mise en cause du journaliste se fait ici en deux temps. Premier temps, l'affirmation répétée par Luc Ritz qu'Olivier Richoux aurait lu la Gazette du Palais. Il se présente ainsi lui-même comme quelqu'un d'averti qui connaît la Gazette du Palais. Qui est dans le même cas dans son auditoire? Sans doute personne. Et il n'expliquera pas ce qu'est cette revue, laissant ses vis-à-vis imaginer qu'il s'agit d'un petit journal interne au palais de justice, rapportant les nouvelles nominations des magistrats, le mariage de l'un d'eux ou les travaux dans un étage du bâtiment. Sauf que la revue est une édition juridique de pointe, référençant et analysant les décisions de la Haute Cour. C'est une revue de spécialistes en matière de droit. Mais comment Luc Ritz peut-il affirmer que le journaliste a lu la Gazette, que c'est sa source d'information? Personne ne lui posera bien entendu cette question pourtant évidente. La seule possibilité est que la Gazette ait publié l'information avec des erreurs et que ces erreurs aient été reprises par Olivier Richoux. Mais à l'examen de la décision de la Cour de cassation, on se rend compte que l'article est parfaitement conforme. Alors, Luc Ritz était-il derrière l'épaule du journaliste quand il a lu la Gazette du Palais? Nous avons donc contacté Olivier Richoux qui nous confirme qu'il s'est basé sur l'arrêt de la Cour et non sur la Gazette du Palais. Entre le journaliste et le maire de la Brie, l'un d'eux nous ment effrontément. Pour savoir lequel, nous avons consulté la Gazette du Palais et n'avons trouvé aucune trace de cet arrêt de la Cour de cassation. Nous avons même contacté la rédactrice en chef de la revue qui nous confirmera qu'elle n'a rien publié et ne publiera rien sur le sujet, en nous expliquant que sa revue ne publie en général que les arrêts qui sont importants d'un point de vue juridique. Le menteur est donc tout désigné, le journaliste est honnête, le politique ne l'est pas, ce qui ne surprend pas. Le second temps de l'intervention au conseil municipal pour tenter de décrédibiliser le journaliste est exécuté par une adjointe du maire de la Brie. Ne pouvant s'en prendre au message, elle s'en prend au messager. Le journaliste aurait, selon elle, voulu faire le buzz. Mais sur quoi se base-t-elle? Et en quoi la motivation du journaliste est-elle importante dans cette affaire? Elle ne le dit pas et ne répondra pas à nos sollicitations. De son côté, à nouveau interrogé sur le sujet, Olivier Richoux nous explique que la décision de la Cour de cassation présentait un intérêt local évident. Il ajoute « de nature à intéresser les habitants ». Et il a raison, cela nous intéresse. Et il précise que ne pas en parler pour un journaliste aurait été ce qu'on appelle un ratage. Voilà, le journaliste est honorable et son article scrupuleusement conforme à la vérité, mais le mal est fait, ils sont dévalorisés aux yeux de l'assistance, puisqu'un maire, c'est bien connu, cela ne ment pas, et que remettre ce principe en question est dangereux pour la bulle de fausse réalité des conseillers municipaux. Il s'agit maintenant pour le vice-président aux finances de l'OLC de décrédibiliser la SARL Grimono elle-même. Les Grimono, cette société, je dis Grimono, ils sont plusieurs, c'est une SCI, les Grimono, dans leur dossier, on appelle... La technique est bien connue. Soit vous ne nommez pas l'adversaire, comme ce fut le cas avec Pierre Desclès lors de la réunion du conseil communautaire, soit vous utilisez une formulation dédaigneuse. La société devient alors les Grimono, comme on aurait pu dire les Thénardier. Soulignons ici un point important. Luc Ritz évoque une SCI, et il le fera tout au long de son intervention. Jamais il ne parlera de SARL.
Or, la différence est énorme. D'abord, une SCI a une activité civile et non commerciale, pas celle d'un promoteur qui ne peut exercer qu'en tant que société commerciale. Ensuite, et non des moindres, dans une SCI, les associés sont responsables des dettes de la société. Pas dans le cadre d'une SARL dont, on l'a dit au début de cette vidéo, la responsabilité est limitée au capital social, ici 1000 €. Lucritz, autoproclamé modeste spécialiste du contentieux, ne peut ignorer cette différence. D'autant que le maire de la Brie a mis à nouveau en avant, lors de cette séance, son appartenance à l'administration des impôts. S'il est incompétent à ce point, c'est assez effrayant, pour les contribuables qui peuvent voir de tels fonctionnaires traiter leur dossier fiscal, mais aussi pour les finances publiques. Et s'il ne l'est pas, comment expliquer qu'il se trompe entre SCI et SARL, alors que partout dans le dossier, il est bien précisé SARL? Surtout de la part de quelqu'un qui, comme il l'affirme lui-même, a passé des heures à lire le dossier. Eh bien, il existe une explication, qu'il ait passé des heures à ne lire que l'article d'Olivier Richoux qui, lui, ne parle que de société de promotion immobilière, sans en préciser le statut juridique exact, donc sans dire s'il s'agit d'une SCI, d'une SARL ou de quoi que ce soit d'autre. Lucritz aurait donc amalgamé société avec activité immobilière à une expression qu'il a sans doute l'habitude d'entendre par ailleurs, celle de société civile immobilière, donc de SCI. En tout cas, j'ai passé, je terminerai là-dessus si vous me permettez, j'ai passé des heures. Quoi qu'il en soit, il n'est pas reproché à Lucritz d'avoir mis des heures à lire un article de presse, mais simplement de ne pas avoir passé une provision en bonne et due forme. On avait provisionné, en prévision budgétaire, les termes sont importants, au 67 678 précisément, 420 000 € sur une décision modificative. Sauf que il s'agit du budget, donc de prévision, comme le dit Lucritz, pas de provision. En effet, une provision serait restée dans les comptes annuels de la communauté de communes. Or, nous avons interrogé Éric Pernaut, le comptable du Trésor public, dont le nom a été prononcé par le vice-président aux finances, à plusieurs reprises en tentant de se réfugier derrière la compétence de ce fonctionnaire. Celui-ci nous a transmis les pièces comptables que nous lui avions demandées et qui attestent que les 420 000 € ne figurent pas dans les comptes annuels. Au compte 678 ne figure qu'un petit mandat de 400 € sans rapport avec notre affaire. Reste la faute à l'origine de cette triste affaire, celle commise par les dirigeants de l'ancienne communauté de communes, la CCPO. Et là, pour le coup, une très bonne question va être posée lors de cette réunion du conseil municipal. Écoutez plutôt. Pourquoi on est allé jusqu'en justice? Parce que tu as dit toi-même que la SCI... C'est pas nous qui sommes allés. C'est eux. Pourquoi on n'a pas payé avant? Si tu veux. Pourquoi on n'a pas payé avant? Puisqu'on devait payer... Si tu veux, c'est quand même la CCPO, Bonne question. parce que pour avoir creusé, c'est la CCPO, il y avait des conditions suspensives qui devaient être levées à fin 2012 par la SCI Grimono. La SCI Grimono n'est pas claire non plus dans cette affaire. On tire à boulet rouge sur l'ONC parce que, effectivement, c'est des fonds publics, je peux l'entendre. Mais, donc, la CCPO a esté en justice, c'est pas l'ONC, a esté en justice parce que la SCI Grimono n'avait pas rempli ses conditions suspensives qu'elle devait, elle était hors délai. Et là, les juges ont dit, ok, Ouais, mais D'accord. vous avez quand même été négligent, la CCPO, parce que les études, vous auriez pu les faire, ou proposer, ou les mettre en demeure de faire, vous ne l'avez pas fait. Donc, j'allais dire, c'est comme dans un divorce, 50-50. Ce que vous venez d'entendre est sans doute la perle des mensonges de cette vidéo. Les tribunaux n'ont pas réparti la faute à 50-50. Ils l'ont attribuée à 100% à la CCPO devenue ensuite OLC. La seule réserve encore à juger porte sur le montant du préjudice à indemniser. Donc la CCPO a tous les torts et la Cour d'appel de Metz examinera seulement le montant au titre du manque à gagner causé par nos dirigeants à la société Grimono. Et pourquoi cela? Il y avait bien des conditions suspensives, 5 au total. Contrairement à ce que dit monsieur le maire, assez fidèle, 3 étaient à la charge de la CCPO et 2 seulement à celle de la SARL Grimono. La CCPO devait faire réaliser un plan de gestion et notamment évaluer le risque résiduel que présente le terrain. Les habitants de notre secteur savent que le sol peut être sujet aux risques liés à l'exploitation antérieure des mines et des usines. Sortir une partie du terrain de l'emprise du lotissement qui appartient à des personnes privées, Intermarché, Bricomarché, etc. Obtenir le classement des voies d'accès dans le domaine public, faute de quoi les clients de la future zone commerciale auraient dû traverser une propriété privée pour faire leurs achats. On comprend bien que seule la CCPO pouvait réaliser les 2 dernières conditions, surtout la 3e. La SARL devrait, quant à elle, déposer un permis de construire, déposer un dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial, CDAC. En effet, quand on veut créer une surface de vente supérieure à 1000 m², comme ici, il convient d'obtenir son accord. A noter que le maire de Mécourt, Jean-Pierre Minella, siège au sein de la CDAC. On peut facilement comprendre qu'il est vain de déposer un permis de construire ou tout autre dossier sur un terrain que l'on n'est pas
sûr de pouvoir acheter parce qu'il appartient encore aux voisins ou que les voies d'accès passent chez ces mêmes voisins. La SARL ne pouvait donc pas remplir ses conditions suspensives tant que la CCPO n'avait pas rempli les siennes, au moins la seconde et la troisième. On est loin de la présentation de Lucritz, selon laquelle les seuls torts de la CCPO auraient été de ne pas mettre la SARL en demeure de remplir ses engagements. Ce dernier n'hésite pas à affirmer à ses adeptes que la SARL Gris-Monod n'est pas claire. Sauf que les juges, contrairement aux conseillers municipaux de l'Abri, écoutent les deux parties. La vérité est que la CCPO a tenté d'affirmer sans preuve que la SARL aurait renoncé aux conditions suspensives de la CCPO. La sanction est tombée en première instance. Le tribunal de Briey rappelle à la CCPO que la renonciation ne se présume pas. L'arrêt de la Cour d'appel rappelle même que la communauté de communes ne cherche pas à contester son immobilisme. Cet arrêt a été aussi sensible au fait que, devant l'inertie de la CCPO, la SARL a fait réaliser la première condition suspensive, celle qui était à la charge de la CCPO. Les associés de Gris-Monod ont donc avancé les fonds, près de 40 000 €, pour pallier à la carence de nos dirigeants. Quant à l'arrêt de la Cour de cassation, il rappelle simplement que le préjudice n'est pas limité aux seuls 137 000 € déjà payés à ce jour. Ces décisions de justice contredisent complètement les affirmations du maire de l'Abri, qui est soucieux de protéger les vrais responsables, autrement dit le club des 4, dont 3 sont à l'origine de ce gâchis. La question qui se pose est-ce que cette collection de mensonges fonctionne auprès des conseillers de l'Abri, donc auprès de ceux qu'ils méprisent au point de les prendre pour des quantités insignifiantes? Eh bien oui. Voilà comment un conseiller présent va qualifier, sans les connaître, sur la seule base de l'évangile selon Lucritz, les associés de la SARL Gris-Monod. Pourtant, un autre, tout aussi prêt à croire son maître sur parole, avouera quand même effectivement, la seule conclusion possible est que Lucritz se paye leur tête, une conclusion que ces hommes et ces femmes ne peuvent même pas envisager. Car si le club des 4 est à la manœuvre, il dispose de lieutenants pour parler à leur place. Le maire de l'Abri n'est pas le seul. Les adjoints au maire d'Aumécourt sont aussi mouillés dans cette affaire. Comment André Martin, premier adjoint et qui siège à la Comcom, peut-il ignorer ce dossier qui concerne sa ville? Pourtant, aujourd'hui, il vient solliciter les voix de ces petites merdes à lui, en ayant mis le maire sortant, Jean-Pierre Minella, sur sa propre liste. Un autre adjoint, Benoît Bacchetti, est aussi dans la course. Il a carrément mis sur sa liste la chargée de communication du maire de Geoff, André Corzani. Est-ce pour mieux défendre sa commune contre la fusion que ce dernier avait décidé pour phagocyter la commune d'Aumécourt contre l'avis de nombreux habitants? Enfin, et non des moindres, Jean Teniolo, deuxième adjoint de Jean-Pierre Minella, lui aussi, comme les deux autres, conseiller communautaire. Il reconnaît être au courant du projet sur le terrain d'Aumécourt, mais pas de l'affaire en justice. Quand on lui demande comment un élu qui s'intéresse à sa commune peut ne pas poser de questions quand un projet de cette importance traîne 7 ans sans avancer, il botte en touche. Il ne répondra plus. Lucritz dira d'ailleurs Il partage, comme ce qui a été dit, il l'a dit d'ailleurs, Gris-Monod, ils ont été dans l'inertie totale depuis le début de la promesse du compromis de vente. si c'est vrai, Jean Teniolo aura menti aussi bien que Lucritz. Quoi qu'il en soit, Jean Teniolo s'était engagé à poser des questions lors du conseil communautaire du 26 septembre. Mais il n'y en a aucune trace dans le compte-rendu, et s'il l'a fait, il n'a pas daigné communiquer les réponses, ou l'absence de réponses, aux petites merdes que nous sommes, nous les rares citoyens intéressés par nos collectivités locales. La seule information que nous ayons est qu'il a, lui aussi, voté en faveur des poursuites contre Pierre Desclès. Ce dernier avait d'ailleurs parfaitement identifié les responsables qu'il cite un par un. Lucritz, quant à lui, en a aussi cité 2. J'ai pris comme exemple les 2 personnes concernées, M. Corzani et M. Minella. Je leur ai demandé s'il y avait des choses qui devaient être cachées et sorties des tiroirs ou d'autres affaires dont je n'avais pas connaissance. Il faut aussi évoquer celui en charge des services de la CCPO d'abord, de l'OLC ensuite, Olivier Tritz, ancien adjoint de Jacques Izanardo et qui revient en force puisqu'il est sur la liste de ce dernier pour les prochaines municipales. Il y a fort à parier qu'il sera le futur maire de Jarny, car Jacques Izanardo rêve de monter dans la hiérarchie. Il a tenté de devenir une fois sénateur sans succès, mais son ambition reste intacte. Olivier Tritz exprime le même mépris que les autres envers ceux qui ont moins de pouvoir que lui. Ainsi, on le voit ici affirmer qu'il n'y a pas d'amiante dans l'espace Gérard Philippe de Jarny, alors que les rapports des techniciens disent clairement le contraire. La santé des petites merdes que nous sommes et de nos enfants ne semble pas le préoccuper outre mesure. Non, il n'y a pas d'amiante. Je l'ai dit tout à l'heure, M. Masson, je le répète, il n'y a pas d'amiante. Mais vous, il n'y a pas d'amiante. Donc,
bizarre, tout à l'heure j'avais cru comprendre simplement, monsieur le maire, enfin, vous avez bien compris ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez dit non, il n'y a pas d'avis. Mais peut-être que tout à l'heure, quand on reposera la question, je répéterai qu'il n'y a pas d'amiante. Bien, et alors, moi je voudrais revenir. Ça ne me dérange pas de le faire. Olivier Tritz est un des barons du territoire, un des membres du Club des Quatre. Il a été directeur général des services de la CCPO d'abord, puis de l'OLC. Il avait donc sous sa coupe tous les salariés de l'OLC. Il a donc joué ici un rôle crucial dans l'affaire qui nous occupe, l'affaire Grimauneau, au même titre que les élus qu'il avait au-dessus de lui. Nous avons donc demandé un rendez-vous donc à l'OLC pour essayer d'avoir une explication sur cette affaire, donc pas la partie dont s'occupe la justice, mais au moins la partie qui nous concerne nous, c'est-à-dire pourquoi les élus et les dirigeants en charge de cette affaire ont été dans l'immobilisme le plus total, dans l'inertie la plus totale, si on veut bien reprendre les propos de Lucritz, au sujet de cette affaire. L'OLC nous répondra très brièvement qu'elle ne peut pas donner une suite favorable à notre demande. À ce stade de notre investigation, vous avez sans doute remarqué que toutes les personnes qui étaient en charge de ce dossier du côté de l'administration, c'est-à-dire du côté de l'OLC, ainsi que les élus qui les soutiennent, ont refusé de s'exprimer sur ce dossier devant nous. En revanche, toutes les personnes qui n'étaient pas obligées de nous fournir la moindre information, ou on parle même des personnes privées, ont accédé à nos requêtes, et on parle même ici de Philippe Felt, l'associé majoritaire de la SRL Grimauneau, qui a accepté d'organiser une rencontre avec nous, et il s'est exprimé donc sur le dossier tout à fait librement. Philippe Felt va déjà commencer par nous confirmer tout ce que nous savions déjà, à savoir par exemple que la création de la société a été effectuée uniquement pour cette opération-là. On le savait grâce à la date des statuts, mais on le savait aussi parce qu'on avait les premiers bilans de la société et on voyait bien que le chiffre d'affaires était nul. Il n'y avait aucune opération de vente, c'est ce qui est normal dans le cadre de cette opération, puisque le terrain n'a jamais été acheté, donc il n'a jamais pu être revendu par lot. La deuxième chose que nous apprendra aussi Philippe Felt, là par contre, c'était l'histoire du notaire. En effet, tous les contrats de réservation passaient par un notaire, et d'après Philippe Felt, c'est le notaire qui a mis un frein à cette opération de commercialisation, de pré-commercialisation, parce qu'à un moment donné, devant l'inertie de la CCPO, le notaire s'est inquiété. En effet, jusqu'à présent, les 4 premiers contrats qu'il avait fait signer étaient avec des enseignes nationales, mais arrivait là, sur le marché, une enseigne internationale, en l'occurrence germano-américaine, et là, le notaire s'est dit, bah, attendez, là, avec des enseignes nationales, il n'y a pas de souci, je peux expliquer les choses, avec les Américains, on rigole pas. Donc il a mis un frein définitif à l'enregistrement de ces promesses de vente. Il est évident que si le notaire accepte de faire une attestation, et on ne voit pas du tout pourquoi il ne la ferait pas, dans le dossier devant la cour d'appel de Metz, ça risque de peser un petit peu plus lourd que les propos diffus de Lucritz. Enfin, rappelez-vous que nous avions déduit du choix du promoteur par la CCPO que la communauté de communes avait décidé de choisir un promoteur sur lequel elle pourrait exercer toutes les pressions possibles et le manipuler à sa guise. De plus, le fait que la CCPO soit à l'origine du blocage complet, l'inertie complète dans ce dossier, est un signe que ces pressions ont bien été exécutées. Et le témoignage de Philippe Felt va aussi tout à fait dans ce sens, puisqu'il nous confirmera que, par la voix d'Olivier Tritz, la CCPO a eu auprès de lui des exigences qu'il n'a pas acceptées. Pour reprendre l'expression chère à Lucritz, avec ses tenants et ses aboutissants, avec l'information de Philippe Felt, nous avons donc les tenants. Restent les aboutissants, nous en avons évoqué quelques-uns, il y en a d'autres, comme la publication du MAG et du magazine de l'OLC, qui reprend dans un article consacré à cette affaire, à l'affaire Grimauneau, des propos tout à fait intéressants. Si l'article ne fait état que d'informations rigoureusement exactes, il est loin de contenir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. En effet, le texte évoque la procédure et le premier jugement, celui du tribunal d'instance, dans un modèle de parole politique et de langue de bois. Et alors que la communauté de communes, qui était l'attaquant, s'est pris un magnifique bouillon, on y lit qu'il s'agit pour elle d'une première victoire. Quand l'article évoque ensuite la décision d'appel qui confirme le premier jugement tout en alourdissant la condamnation de la communauté de communes à rembourser les frais d'avocat de la SRL Grimauneau, c'est une seconde victoire.
Autant dire qu'un lecteur inattentif et ne connaissant pas le reste du dossier, celui que nous avons évoqué ici, ne percevra que du positif. Alors nous sommes en pleine campagne électorale. En dehors du MAG, il y a aussi chaque maire qui va distribuer, comme ici à Geoff, un fascicule vantant son bilan. Alors bien sûr, c'est autoproclamé un bilan impressionnant et le contenu du fascicule est tout à fait intéressant puisqu'il n'y a que des informations positives alors que le bilan de M. Corzani est sans doute désastreux. Le fascicule mériterait d'ailleurs une vidéo à lui tout seul. Il est bien évoqué l'OLC à l'intérieur de ces pages, mais bien évidemment que du positif, donc pas un mot sur l'affaire Grimono. Mais ces publications dirigées par nos élus ne sont pas les seules. Revenons sur le compte-rendu du Conseil communautaire, donc de l'OLC, du 26 septembre dernier, celui que nous avons parcouru ensemble et qui évoquait l'intervention de Luc Ritz. Il était disponible sur le site internet de l'OLC, et c'est là que nous l'avions téléchargé. Eh bien aujourd'hui, on peut constater que ce compte-rendu a été modifié. Le détail de l'intervention du vice-président aux finances a tout simplement disparu. Et oui, le nouveau compte-rendu possède des pages en moins. Ainsi, la seule trace de toutes les inexactitudes prononcées lors de cette réunion publique est contenue dans l'enregistrement audio que nous avons analysé et qui sera disponible dans son intégralité sur notre canal, de manière à permettre à chacun de vérifier que nous n'avons ni exagéré ni altéré les propos. Rappelons que nos élus ne découvriront l'existence de cet enregistrement qu'en visionnant cette vidéo. Nous voilà maintenant à la fin de notre exposé. Il a été réalisé par l'équipe de lavi2.fr qui pendant des années a lutté contre la désinformation de nos concitoyens en pointant du doigt nos élus locaux. Vous pourriez donc logiquement penser que cette vidéo a été faite aussi pour dénoncer l'affaire Grimono. Eh bien pas du tout. Avec cette vidéo, nous tirons notre révérence, nous allons passer du très petit nombre de gens qui luttaient effectivement contre le pouvoir en place et ses abus, dans celui majoritaire, très largement majoritaire, de ceux qui ne bronchent pas. C'est donc une manière de dire au revoir, sauf si nos élus locaux envisagent de nous créer à nouveau des soucis, nous conduisant par là à reprendre les armes. Ce que nous ferons effectivement contraints et forcés, mais avec une détermination renouvelée. C'est vrai qu'ils osent tout, on verra bien. Non, notre vidéo a été faite pour un problème qui est mondial, pas uniquement local. L'exemple est local, le problème, lui, mondial. Souvenez-vous du statut des lanceurs d'alerte, de comment ils ont été traités aussi bien aux États-Unis lors de la guerre du Vietnam ou plus récemment avec Wikileaks. En France, l'actualité qui regorge de vies brisées pour des lanceurs d'alerte dont le seul crime a été de vouloir rendre service à leurs concitoyens. Regardez aussi ceux qui luttent contre le pouvoir en place, contre une réforme des retraites par exemple, et qui font grève et qui se passent à ce moment-là d'un salaire toutes les semaines que dure cette grève, ou ceux qui ont été manifestés contre une politique qu'ils jugent injuste. Les résultats obtenus sont faibles, voire inexistants. Ce n'est que retarder l'inéluctable, puisqu'on ne peut pas gagner contre une équipe qui a le pouvoir de rédiger la règle du jeu. Dans notre exemple, nous avons vu le cas de Pierre Desclès, dont la vie privée a été altérée par le fait que dans le journal, dans la presse, on le traitait comme un délinquant susceptible d'être traîné en diffamation, donc en correctionnel, par l'administration qu'est l'OLC. On voit aussi tous ces jeunes gens qui ont été manifestés sur les ronds-points en mettant bien un gilet jaune pour être sûr d'être bien visibles et qui se sont pris un projectile dans la tête, une grenade, dont la vie a été ruinée quand ils ont perdu un œil ou une main. Et c'est là qu'est notre message. Si grâce à notre vidéo nous pouvons épargner simplement une main ou un œil, ça justifie tout le temps que nous y avons passé et il n'a pas été énorme, en tout cas très inférieur à celui que nos élus prétendent avoir passé sur le dossier de l'affaire Grimono. Voilà, donc il nous reste à vous dire au revoir et à vous souhaiter bonne chance, vous en aurez besoin.